venez de publier un recueil d'aphorismes intitulé Une psychologie poétique. Oui. Alors, une psychologie, je crois que c'est un mot qui est suffisamment courant aujourd'hui, poétique également. Oui. Par contre, l'association du terme et de l'adjectif, psychologie poétique, pouvez-vous peut-être nous l'éclairer? Oui. En psychologie, je ne vais pas partir dans l'érudition. C'est un terme qui a été créé dans les années 1570-1580. Et des recherches qui ont été faites là autour, disons 1578, donc c'est un vieux terme, psychologie. Mmh. Que veut dire psychologie? Ce qu'est logia, un discours rationnel sur l'âme. Mmh. Hein. Donc psychologie, tout le monde connaît, sociologie, tout le monde connaît, bon, et tant d'autres termes. Hein. Poétique, là aussi tout le monde connaît. Mmh. La poétique est aussi un discours. Oui. Hein. Alors sur de quoi? Sur la nature, sur l'être, sur l'amour. Et je trouvais que grâce à Novalis, le poète romantique allemand, Mmh. je pouvais établir ce qu'on appelle une psychologie poétique. De par toutes mes lectures sur la psychanalyse et la psychologie en règle générale, je tiens qu'il existe une psychologie poétique, donc une psychologie bien spécifique qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle une psychologie scientifique, qui est la psychologie que tout le monde connaît. D'accord, très bien. Il existe une psychologie poétique. Novalis me dirait, mais oui, bien sûr qu'il existe une psychologie poétique. Bien. J'entends donc que ce livre est le fruit d'une longue démarche. Oui. Peut-être quelques-unes des étapes principales? Oui, les aphorismes sont lancés dans les années, on va dire, 92 et sont terminés dans les années 2001-2002, quoi. Soit à peu près 10 ans pour les établir, puisqu'il y aura 3 volumes d'aphorismes. Un total de 1200-1300 aphorismes. Excellent travail. Voilà, et on avait, ça a été merveilleux pendant 5 ans. Il y a eu un groupe de lecture très assidu, très régulier, autour des aphorismes. Et les 5-6 personnes, 7 personnes qui ont participé, on prenait un aphorisme, on travaillait 2 heures, c'était très convivial. Et chacun lisait et notait l'aphorisme. 1 étoile, bien, 2 étoiles, mieux, et 3 étoiles, très bien. Et c'est comme ça que, de là, j'ai extrait la matière de ce premier volume d'aphorisme. Très bien. C'était magnifique comme travail, quoi. De plus, je crois que sur Internet, on peut découvrir des lectures de ces aphorismes, n'est-ce pas? Oui, que nous avons effectué avec Gérard Ortega et Cédric Blanchet lors de notre voyage à Salamanca, à Segovia, à Villa. Et voilà, on peut retrouver ces lectures, des aphorismes sur Internet, oui. Bien. Est-ce que vous me permettez de pratiquer un petit jeu en piochant au hasard 1 ou 2 aphorismes? Allez-y, au hasard, au hasard. En voyant ensemble Oui. ce que vous nous dites? D'accord. Ce n'est pas beau parce que c'est vrai, mais c'est vrai parce que c'est beau. Si tu en doutes, sors en nature et laisse tes yeux te convaincre par le dessin. Oui. C'est un aphorisme qui, en tant qu'historienne de l'art et travaillant sur la promotion des arts figuratifs, me parle. Oui. Est-ce que vous, en tant qu'auteur, poète, peintre, philosophe, vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors là, on entre dans une psychologie poétique. Hein. Alors, chaque aphorisme recoupe une multitude de champs de lecture. Cet aphorisme, c'est un renvoi direct au poète anglais John Keats. Keats nous dit « vérité égale beauté ». Comme Platon, non? Comme Platon et comme tous les romantiques, et comme tout. Mais pour un poète, vérité égale beauté, c'est très étonnant. Mais c'est aussi la manière qu'un poète a de situer le rapport entre vérité et beauté. Si on va en nature, Cézanne nous dit « la vérité est dans la nature ». C'est une parole de Cézanne. Voilà, c'est ça un aphorisme. On va prendre Cézanne, on va prendre Keats, on va prendre Platon, on va prendre Giordano Bruno, les Fureurs héroïques, on bâtit un aphorisme. J'ai la conviction, à ce moment-là, la certitude aussi, que je ne parle pas dans le vide, mais que je laisse parler ces grandes paroles en moi. Quoi. Bien. Voilà. Vous me permettez un second? Oui, on y va. Ça vous convainc un peu? Ah oui, complètement. D'accord. Il y a dans la vie Oui. bien des raisons pour plier,
Mais ne trouve pas là pour autant raison à te courber. Oui. Le roseau plie et ne se rompt point, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Ça, c'est un renvoi à cette idée que dans la vie, il nous faut accepter de plier sous le joug de certains devoirs, de certaines choses difficiles, douloureuses qui nous arrivent, mais on ne confondra pas plier et se soumettre. Plier est une chose, c'est une stratégie que le roseau va opter, alors que le chêne, lui, qui n'y arrive pas, va être emporté par la tempête. Donc là, c'est des renvois comme ça, vous voyez. Alors, une psychologie poétique, le fond du fond d'une psychologie poétique et de tous les aphorismes. Le fond du fond, ça part d'Héraclite, le philosophe présocratique. Il nous sort cette phrase, cette pensée extraordinairement étonnante, et extraordinairement d'actualité, et qui a tout le futur devant elle. Héraclite nous dit « Tu ne trouverais pas, tu ne trouverais point les limites de l'âme, même parcourant toutes les routes, tant elle tient un discours profond. » Oui. Bien. Bon, nous ne pourrons pas malheureusement lire davantage directement, mais peut-être les lecteurs pourront vous rencontrer lors des différentes conférences que vous allez mener. Oui. Donc une psychologie poétique, Yves-Antoine Ortega, aux éditions Baudelaire, avec un visage féminin, un portrait sans doute? Oui, c'est un portrait aux encres de couleur, alors lui qui remonte à 1981-1982, c'est le portrait d'André, dit portrait à la serviette, encre de couleur, et j'ai tenu à ce que le portrait d'André figure dans ce premier volume d'aphorismes. Très bien. Alors ce portrait et d'autres de vos œuvres sur le site www.yaortega.com. Oui. À vous lire prochainement, Yves. Oui. Merci beaucoup. Le site est indiqué sur la 4e de couverture. Merci beaucoup, Yves-Antoine Ortega. C'est moi qui vous remercie. Merci.